T'as-tu... OK, c'est parti. Good. Donc, on va partir ça. Ouais, bon matin tout le monde. Ça fait quelques petites minutes déjà que je suis là puis qu'on discute avec les gens. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la conférence sur le mois de novembre, donc le top 5 des stratégies à utiliser pour le mois de novembre. Puis il faut penser que qu'est-ce qu'on va parler là, c'est principalement pour la chasse à l'arc, mais dites-vous bien que ceux qui vont vouloir utiliser cette technique-là à carabine, vous êtes doublement, sinon triplement avantagés sur nous de par la distance que vous pouvez couvrir avec vos armes. Donc, oui, on est des gars d'arc, mais dites-vous bien que si vous prenez nos stratégies, vous les adaptez pour vos chasses à la carabine, vous êtes gagnant à 100 000 à la fois. Ça peut pas faire autrement. Puis, tu sais, même dans le live qu'on avait fait avec Charles Doris, tu sais, autant lui que nous, on avait convenu que, tu sais, que tu me donnes un arc ou que tu me donnes une carabine, en gros, ce qu'on pense, c'est que notre buck, on va le tirer dans le même coin, là. Fait que, tu sais, la portée, d'un fois, dépendamment, peut te donner un avantage, d'un fois, peut-être non, mais ce qui s'applique à l'arc, assurément, s'applique avec un arme. Les bucks, en bout de ligne, qu'on chasse à l'arc ou à la carabine, l'endroit où on va tuer où est-ce qu'on va tirer le buck reste le même. C'est juste que l'endroit d'où est-ce qu'on va le tirer change du fait que la distance n'est pas la même. Hein, c'est la seule affaire. Peut-être, Dave, avant que je commence, s'il y en a qui nous connaissent pas, on pourrait peut-être leur mentionner d'aller s'abonner sur notre chaîne YouTube. Ça nous rendrait un énorme service. C'est notre paye d'une certaine manière, les abonnés YouTube. Je sais pas si tu as la petite image pour leur montrer comment aller s'abonner sur la chaîne. Oui, effectivement. Tu sais, je vais aller chercher ça, en fait. Ceux qui, si vous ne nous connaissez pas, il y en a assurément qui ne nous connaissent pas. Si vous aimez un peu, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube ce qu'on fait. C'est simple, vous allez sur YouTube, vous inscrivez à Hackmaniac, vous allez nous trouver, vous allez voir l'onglet pour notre chaîne YouTube. Vous cliquez dessus, vous allez voir ensuite l'onglet s'abonner à droite, puis où il y a la petite cloche pour activer les notifications. Fait qu'aussitôt qu'on tombe live, aussitôt comme une nouvelle vidéo, vous allez tout avoir directement sur votre téléphone ou vos applications. Donc, si vous voulez nous donner un coup de main, c'est ça notre paye. Nous autres, voir le nombre d'abonnés monter, puis augmenter la communauté d'Hackmaniac. Yes. Donc, sur ce, commençons. Donc, pourquoi qu'on a choisi cette stratégie, de parler de cette conférence-là, c'est tout simplement parce que là, à partir, avec le nouveau plan de gestion qui a été mis en place l'année passée, les dates de chasse ont changé. Donc, les stratégies, il y a peut-être plusieurs personnes qui se sont rendues compte que, oh boy, attendez un peu, chasser plein rut, c'est pas la même chose que de chasser, disons, la première semaine de novembre. Puis ça, il y a des raisons pour ça qu'on va tenter de vous expliquer. J'ai un petit tableau à vous présenter, là. Donc, faut s'adapter en tant que chasseur, c'est sûr et certain, si on veut être efficace malgré les dates qui changent. Donc, je vais vous présenter un petit tableau sur le rut. Ça va vous donner une idée un peu. Puis, je vais décrire quatre phases du rut. On va expliquer un petit peu avec des images à l'appui, dans le fond, qu'est-ce que c'est, pourquoi que les bucks agissent de telle ou telle manière durant ces phases-là. Hey, Raph, juste avant, tu sais, là, je vois une couple de questions, passées, en fait. Si possible, si jamais c'est pas nécessairement relié à la conférence maintenant, gardez vos questions en note parce que je pourrais pas toutes les marquer. On est rendu 171 personnes, 173, ça continue de monter. Moi, je suis pas mal certain qu'on va aller topper le 200 matin. Les questions, à un moment donné, on va les perdre. Il va en avoir trop. Fait que prenez-les en note. Mais qu'on ait fini de jaser de novembre, ça va être comme les autres jours, là. Je suis pas mal sûr qu'on va être ici quasiment jusqu'à midi, là. Fait que, on va prendre les questions, puis on va pouvoir discuter vraiment, puis même vous allez pouvoir rentrer avec nous autres dans la conversation pour jaser. Fait que prenez ça en note, puis c'est ça, dans le fond, on va y aller de même. Je sais pas, tu voulais-tu dire pourquoi que, tu sais, il y en a probablement une gang là, à 200, là. Voulais-tu dire pourquoi que on est ici aujourd'hui, pourquoi qu'on est là, qu'on fait des conférences, ou qu'est-ce qu'on a développé? Qu'est-ce qu'on fait de différent, mettons, des autres? Qu'est-ce qu'on fait des différents des autres? Écoute, on est mobile. On est mobile, on est attentif aux détails, on s'informe sur notre gibier, on essaye de toujours les prendre par surprise. Si c'est un peu vers ça que tu t'en venais, Dave, sinon je vais te laisser compléter. Là, je me prends un peu par surprise avec ta question. En fait, tu sais, il y en a probablement plusieurs personnes qui nous connaissent pas. Puis, je veux dire, dans le fond, on chasse à l'arc le chevreuil, le boc,
on cherche des bocs matures majoritairement. On a chassé le Québec, l'Ontario, l'Ohio, Saskatchewan, Manitoba, Illinois, Kentucky, Kansas. On s'est promené vraiment beaucoup. On a eu du succès puis des insuccès partout. Ça fait en sorte qu'on a accumulé un bagage de l'Ohio de chasse dans des montagnes, Manitoba de chasse dans des champs qui n'ont pas de bois, l'Illinois de chasse des couettes, Québec, c'est un mix d'un peu de tout ça. Fait qu'on a été capable de tout ramasser un peu, des expériences un peu différentes. Puis après ça, appliquer ça au Québec. Puis finalement, on se rend compte qu'un chevreuil n'est pas bien différent ici qu'ailleurs. Puis ça nous permet, en fait, on a eu pas mal de succès dans les dernières années. On met ça sur vidéo, puis ça fait en sorte qu'on s'est fait inviter pour venir faire des conférences. On se considère zéro des biologistes, zéro des professionnels, mais assurément, on a une expérience de chasse, je pense, qui est intéressante, puis qu'on vient vous partager aujourd'hui. Merci, Dave. Un beau complément. Moi, je m'en allais direct, là. J'étais comme un train si je fonçais. Exact. Fait que, on va laisser Raph aller. Il a surtout travaillé là-dessus. Fait que je vais l'accompagner. Je vais faire un peu comme toi hier. Moi, regarder pas mal les questions. Tu vas voir, tu vas avoir des charts à regarder les questions. Ben, c'est ça, exactement. Fait que je vais checker les questions. Si ça rapporte, je vais t'interrompre. Si ça n'a pas rapport, je vais m'en dire qu'on va répondre à la fin. Génial. Donc, vous pouvez voir ici un peu un petit tableau, dans le fond, du nombre de femelles, le pourcentage de femelles à coupler selon le moment de l'année où est-ce qu'on est. Donc, on regarde, le rut est séparé en 4 phases. Donc, on a le seeking phase, on a la chasing phase. Donc, on va y aller en français. Disons, seeking phase, ça serait la cherche, la phase où que les bocs cherchent, mettent au courant un peu de, les bêtes de femelles sont où, prennent conscience de leur environnement. Donc, cette phase-là se situe plus ou moins du 20 octobre au 31 octobre. Donc, actuellement, nous autres, on touche à peine avec la fin de la saison de la peau noire, avec le nouveau plan de gestion. Ceux qui peuvent en profiter, c'est les jeunes avec la relève. Donc, c'est un moment de l'année où ça me fait penser à une chasse, la chasse de Mathilde avec Norman Byrne. C'est Mathilde, c'est quoi le nom de famille? Je me souviens plus. En tout cas, bref, ils sont avec Maillot, exactement. Donc, Luc Brodeur les accompagne dans leur chasse. Ils ont présenté la chasse. La petite fille, elle a chassé la fin de semaine de la relève. Le boc semblait comme m'intéresser aux femelles, mais pas encore tout à fait. On sent que ça décolle tranquillement, mais on n'est pas rendu à un moment où est-ce que les gros vont vraiment courir. On va voir les jeunes légèrement intéressés, commencer à chasser tranquillement, mais on n'est pas rien rendu. Regardez, là, il n'y a pratiquement aucune femelle qui est accouplée à ce temps-là de l'année. Maintenant, on regarde, je pense, j'avais-tu des images? Non, ça va commencer à l'autre. Maintenant, on tombe du 1er novembre au 10 novembre. Ça, c'était la semaine à ne pas manquer. Dans la 7, du moins, là, c'était... Puis ceux qui avaient la carabine dans les autres zones aussi. C'est le temps de l'année où est-ce que le niveau de testostérone des bocs est à son plus élevé. Il n'y a pas beaucoup de femelles encore là qui est accouplée. On parle d'environ 10% là, de femelles maximum qui sont accouplées dans ce temps de l'année-là. Mais c'est ce faible pourcentage-là qui fait la force de ce temps-là de l'année, puisque les bocs ont un niveau de testostérone vraiment, vraiment élevé. Je vais vous faire jouer une petite vidéo là, qui vous représente un peu ce que c'est, dans le fond, que le mois de la première de novembre en chasing. Donc, on a ici un boc qui est carrément, vous voyez, là, leur niveau de méfiance est à son plus bas parce qu'ils cherchent la faible quantité de femelles en chaleur fait en sorte qu'ils sont vraiment, mais vraiment tous en compétition les uns avec les autres. Donc, quand il y en a une en chaleur, dites-vous bien qu'ils sont toutes après. Donc, je peux faire référence à la chasse à David. C'est Québec, Made in Québec, partie 3, que ça s'est arrivé. C'était un moment magique, Dave, tu l'as vécu. Effectivement, cette journée-là, assurément, c'était le 6 novembre de mémoire 2019, la dernière année qu'on pouvait chasser la première semaine. Ben, cette journée-là, dans le coin que j'étais, j'avais assurément une femelle. C'est sûr, j'ai vu 9 ou 10 bocs dans ma journée. Là, je suis au Québec. Là. Je suis pas en Illinois, ce qu'on allait. Je suis au Québec. Là. J'ai vu 9 à 10 bocs. J'ai vu 4 bocs de 4 ans et demi, 5 ans et demi, 6 ans et demi et plus dans ma journée, toutes dans le même coin. Puis j'ai fini par récolter mon boc ce soir-là aussi. Puis toutes les bocs sont toutes parties un peu dans des directions un peu opposées. Ils cherchaient. Il y avait de quoi dans le coin, mais ils cherchaient. Fait que ça fait en sorte. Là, la chasse qu'on voit là en Illinois, ce soir-là, là, on la voit pas toute au complet, là, mais on a installé notre stand à quelque chose comme 1h l'après-midi. On était la première semaine de novembre en Illinois.
On a vu 17 bucks sur la même trail cette 3 heures de chasse-là qu'on a faite. Là. On a vu 17 bucks passer d'en bas du bottom, là, le long de la rivière pour traverser l'autre côté de la butte où ce que assurément il devait avoir une femelle qui était en chaleur ou qui était sur le bord de le devenir. Là. 17 bucks sur la même trail qui partait d'en bas, qui allait en haut. Ça n'arrive pas quand toutes les femelles, tu vas en parler, mais quand toutes les femelles sont en même temps, ça n'arrive pas. Mais la force de la première phase, comme tu dis, il y a un phénomène de rareté, puis toutes les bucks s'en vont, cherchent en fait la même chose. Exactement. Donc, cette période-là, on a mis des plus ou moins parce qu'en soi, ça reste que c'est des dates qui peuvent varier de quelques jours avant, quelques jours après. Comme cette année, cette période-là s'est terminée en tout cas, par chez nous, autour du 7 novembre, 8 novembre. Le chasing, il s'essoufflait, puis les gros étaient déjà avec des femelles. Donc, le pourcentage de femelles en chaleur commençait à monter. Donc, on se rapproche, dans le fond, plus qu'on se rapproche du 10 novembre, plus qu'on est dans un temps de l'année où est-ce que le nombre de femelles en chaleur augmente. Donc, ces séquences-là de bucks qui cherchent, ce que vous avez vu avant, là, c'était ça, c'est des bucks qui cherchaient, dans le fond, la première, une trace de femelle. Donc, il faut tirer profit, dans le fond, de ce pattern-là. Là. Normalement, la première fin de semaine du nouveau plan de gestion, là, de la nouvelle saison de chasse, on est encore dedans, puis on a peut-être 2-3 jours là-dedans, dépendamment. Ensuite de ça, on tombe dans le breeding. Donc, on va y aller avec des images de breeding. Dans le fond, les images qui ont été prises là, on est dans un temps de l'année, le temps de l'année de l'accouplement, donc du 10 au 20 novembre. Ça peut être un temps de l'année dur à chasser. C'est ça qu'on a vécu cette année. Comme ça peut être très bon aussi, là, on l'a dit, une mauvaise saison peut virer de bord en 30 secondes. Là. Mais les bucks se promènent moins. Il faut les prendre entre 2 femelles. Donc, il y a une accouple une, sont 48 heures de temps avec celle-là. Et ensuite, ils changent de femelle. Donc, si vous avez un ratio vraiment élevé, ça se peut qu'il n'y ait pas à faire bien long pour tomber. Quand j'ai un ratio débalancé, pardon, un ratio vraiment débalancé, ça se peut qu'il n'y ait pas à faire long avant de tomber sur un autre. Donc, ça crée comme un rythme qui s'étire en longueur, mais qui n'est pas intense. C'est ça le problème actuellement qu'on vit dans bien des places où que la densité est forte. Où que la densité est faible, c'est pas la même chose. Mais bon, vous avez cette année, c'est le seul buck qui est apparu de jour durant la chasse dans un de mes champs nourriciers. Un seul gros buck, là, vous l'avez ici. Là. Mais lui, il faisait son scent checking. Là. Donc, on a un peu ça. Là, ce buck-là, on était dans le temps du breeding. Il se demande, parfait, c'est qui la prochaine? Il a fait le tour complet du champ. Il s'est dit, il n'y a rien ici pour moi. Il est parti, puis il a continué. Donc, ce buck-là, il cherchait énormément, puis il est mort aussi, il s'est fait tirer par un voisin. Là. Donc, celui qu'on voyait aussi, la dernière séquence, le dernier en Illinois, lui avec, il est mort. Ouais. Lui ici, il est mort, mais ça, c'est une séquence. Pourquoi je l'ai mis dans le breeding, c'est que c'est clairement un comportement typique de mâle nature. Regardez la femelle, à quelle distance qu'elle suit. Là. Il sait qu'elle est prête, mais elle n'est pas encore tout à fait non plus. Elle est sur le bord, il la suit de loin. Puis, on en a un autre qui arrivait par en arrière par la suite. Là. Fait que lui, il est là pour faire comme intercepter tous ceux qui pourraient se mettre dans son chemin. Là. Mais tranquillement, il va finir par l'isoler. C'est ce qu'on a remarqué, Dave. Ouais. Tout le monde pense que c'est les femelles qui amènent le mâle à nous. Mais dans le cas présent, c'est vrai, puisque la femelle n'était pas prête tout à fait. Mais quand elle est prête, on a vu l'inverse. Ah, totalement. Totalement. On a vu que les bucks prennent la femelle, la séparent du reste du groupe, puis dans des endroits, disons comme en Illinois, où est-ce que il n'y a pas beaucoup de bois versus la quantité de champ, ils préfèrent amener la femelle en plein milieu du champ, ils se bêdent avec là, puis ils l'empêchent d'aller n'importe où, puis quand elle est prête, ben, il commence l'accouplement, puis tous les bucks, ils les voient, il est capable de dire, OK, parfait, il y en a un qui s'en vient là, il va les intercepter. Sinon, s'il ne sépare pas, ben là, il y a un paquet de bucks autour qui peuvent se l'approprier. Tandis que nous, au Québec, c'est un petit peu l'inverse, peut-être dépendamment où est-ce que vous êtes. Ça se pourrait fort bien qu'il aille se réfugier dans des endroits vraiment denses, vraiment. Ça reste à élucider. On n'a pas vu de comportement. On a vu une fois un comportement d'accouplement en novembre, c'était un spike, là. Donc, il participe aussi à l'accouplement. Là. Il était en plein milieu d'un bûcher, Dave, si ma mémoire est bonne. Oui. Plein. Ah oui, Bill est toujours là le matin. Mais tu sais, pour le comportement que tu parles, là, je l'ai vu ici au Québec. Tu parles de l'Illinois, mais au Québec aussi. Là. Mm-hmm. Le buck, là, tout le long de la journée, il prend sa femelle. La femelle, quand elle veut s'en aller, le buck, il se lève, il fait le tour, il vient la contourner, il la bloque
pour pas qu'elle s'en retourne. Là, à un moment donné, la femelle est brûlée, là, à force de se faire courir après. Fait qu'elle finit par se coucher. Le boc se couche à distance, il regarde, puis il fait rien qu'à regarder. Puis là, en Illinois, entre autres, il y a bien des bocs. Fait que là, à un moment donné, au courant de la journée, c'est peut-être 10 bocs qui sortaient sur la même trail de la femelle. Quand un boc qui arrivait, le mature qui est avec, il les voit arriver de très loin. Il se lève, il pousse le petit boc, il revient à côté de la femelle. Puis si la femelle, elle cherche à se sauver, il va finir par la bloquer, puis à s'en aller. OK, donc on a la phase du breeding, on va expliquer un peu les stratégies à utiliser en fonction de ça. Donc, qui se poursuit jusqu'au 20 novembre. Donc, on peut voir un essoufflement un peu sur la courbe. On voit ici qu'elle est jusqu'au 12-18, on est dans le pic. Ensuite de ça, autour du 19-25, ça commence à redescendre. Donc, on appelle ça le post-breeding, donc le post-rut, si vous voulez. C'est un rut, dans le fond, qui s'essouffle. Les bocs commencent à être fatigués de plus en plus. Mais on a vu deux comportements là-dedans. On va mettre des images, là. On a vu des comportements de bocs qui sont encore full testostérone puis qui continuent eux autres jusqu'au bout. Puis on a vu d'autres qui on dirait qu'à ce moment-là, ils retombent plus en mode bouffe, en mode je reprends de l'énergie. Donc, c'est des up and down. Vous allez voir des images de post-rut. Dans le fond, là, on était dans un temps de l'année post-rut. Vous voyez le boc qui est là, lui, il est encore en train de chercher, là. Il se promène. Cette journée-là, le lendemain, on le voyait, il était bien tranquille en train de manger. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est aléatoire, on dirait, rendu en post-rut, mais ils cherchent encore. Ils ont encore de la testostérone, ça continue. Vous n'avez pas... regarde, on a ici lui, celui-là, c'est en post-rut, mais il cherchait intensément. C'était pas un gros boc, on l'a laissé aller, mais... Donc, d'un boc à l'autre, on dirait que ça varie là, au niveau d'intensité. Hey, c'est drôle que tu dis ça, qu'un boc à l'autre, ça varie. Je ne sais pas si tu viens en Ohio. Ben, regarde, on va l'avoir, la séquence, Dave. On va l'avoir tout de suite après. C'est la séquence. On était fin novembre en Ohio, puis c'est dans les prochaines, là, si ma mémoire est bonne. Là. Exact. On avait des bocs qui venaient puncher dans le champ de blé d'Inde à côté, puis il y avait d'autres bocs qui, eux autres, ils cherchaient, puis ils couraient des femelles. Fait que c'était variable. Donc, c'est un peu ça. Il y a des, c'est un temps de l'année où est-ce qu'il faut focusser. Bon, ça peut être magique. Ça, c'est la séquence de l'Ohio. On est 20 quelques novembre là, actuellement. Là. Puis pendant que lui fait ça, je sais, parce que j'étais là, il y a d'autres gros bocs actuellement qui sont dans le champ en train de manger. Yeah. Qui s'intéressent zéro aux femelles. Fait que, c'est... Yes. Il y avait une femelle en chaleur, puis il y avait des petits bocs satellites autour qui essaient de se l'approprier. Puis lui, il était occupé, dans le fond, à chasser ces petits bocs-là, puis regardant en bas, il y en a quand même un pas pire, c'est un mature qui était là, puis lui, il s'en foutait complètement, il voulait juste manger. Donc, tu sais, le post-rut ici au Québec, on l'a dessus plus ou moins. Je pense qu'on a un peu des dernières journées de novembre qui se retrouvent à être le 20, 21, 22 dans ce coin-là, ça correspond, dans le fond, au début de ça, là, du post-rut. Là. Donc, il faut avoir des stratégies, dans le fond, adaptées pour chacune de ces périodes-là. Ce qui nous amène, dans le fond, à notre première stratégie, qui est de chasser les entonnoirs. Hey, 2 secondes, on a une question. Avez-vous observé les mêmes comportements au Québec? Oui. Ben oui. Moi, c'est pareil. Vrai, je vois pas de différence. Là. On a la chance d'avoir des territoires, quand même, une bonne densité. On a quand même des bonnes populations de mâles aussi. Fait que veut pas. Quand le cheptel se ressemble, les comportements, on les chasse pas vraiment différemment ici qu'ailleurs. Là. Mm-hmm. Pour vrai, là, les comportements sont sensiblement les mêmes. Yes. Donc, je vais les nommer tout de suite, les 5 stratégies. Là, on va parler ici de chasser des entonnoirs pendant le temps du rut. On va parler de chasser près des beddings de femelles. On va parler juste pas me mêler, les beddings de femelles. On va parler de chasser les trails parallèles, donc les trails qui sont perpendiculaires aux trails de femelles. On va parler de chasser une bête en retrait, puis on va parler d'être mobile. Ça va être les sujets qu'on va aborder ensemble. Mais on va commencer avec chasser un entonnoir. Donc, qu'est-ce qu'un entonnoir? Je vais mettre des images ici. Donc, un entonnoir, c'est quoi? C'est quelque chose, dans le fond, qui va concentrer le mouvement des chevreuils dans un endroit précis. Donc, on va partir de la vidéo. Dans le cas présent, on a un étang castor. On a une barrière, dans le fond, pour l'eau qui fait en sorte que les chevreuils n'ont pas le choix de passer à un endroit plus qu'à un autre s'ils veulent traverser au travers de ça. Là. Donc, on a ça. Donc, pourquoi utiliser cette technique?
ben c'est pas compliqué. Si un mâle veut passer d'une femelle à un autre, ben il n'y a pas le choix de se déplacer. Puis s'il y a à se déplacer, ben c'est dans ces endroits-là. Donc, tu sais, ça peut être des entonnoirs qui sont complètement naturels, donc étant castor, ça peut être un chablis, donc des arbres qui sont tombés, qui créent une barrière. Ça peut être, dans le cas présent, qu'est-ce qu'on voit là à l'image, c'est 2 coins de champ qui se touchent, donc les chevreuils qui veulent traverser d'un endroit à l'autre n'ont comme pas le choix de passer par là. Tu sais, c'est sur le bord d'un chemin, là, vous allez dire c'est niaiseux. Non, c'est vraiment ce genre d'endroit-là. Là. Au lieu de passer dans le clair, il va chercher à passer là. Donc, on a ici un peu le pourquoi. Vous voyez une terre dans le fond avec une image. Les bocs matures ont bougé là pendant un mouvement d'un boc jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Maintenant, on va voir avec un entonnoir s'il y avait vraiment, mettons, un fossé ou quelque chose qui les empêchait de passer, ce que ça ferait. Donc, on vient concentrer les mouvements à un endroit. Donc, pour nous, ça nous facilite la vie. Au lieu de chasser un peu partout puis de prier, dans le fond, ben on concentre nos efforts dans des endroits où est-ce que ça concentre justement le mouvement des chevreuils. Donc, ça peut être un ponceau, ça peut être... c'est comme là, on a ici un gros fossé où est-ce que les chevreuils étaient capables de traverser juste à une place. Ça, c'était en Illinois. Barrage à castor, on a parlé hier, c'est s'il y a un cours d'eau assez large pour pas qu'ils soient capables de sauter, forcément, s'il y a une place où ils peuvent traverser, c'est là qu'ils vont traverser. Donc, hey, Raj, je vais t'interrompre. Il y a 2 affaires. Premièrement, il y a certaines personnes qui ont peut-être des petits bugs, on dirait avoir les vidéos, même s'ils swipent. Il y a Natacha qui nous a dit qu'il semblait avoir un petit bug, fait qu'elle est sortie, puis elle est rentrée dans le salon, puis tout marchait. Fait que si jamais vous cliquez sur la télé, puis que ça marche pas, vous swipez à gauche, ça marche pas, ben sortez, rentrez, puis ça semble fonctionner. Mais pour d'autres, là, ça semble très bien fonctionner. J'ai Julien qui nous demande, tu parles de funnel, est-ce qu'une mini coulée entre 2 montagnes? Julien, n'importe quoi qui facilite la vie. Pour vrai, là, si tu voyais où est-ce que je chasse, là, j'ai une espèce de drainage là, qui fait un 90. Et d'un côté du drainage, j'ai une butte qui a à peu près 4 pieds de haut. Et de l'autre côté du drainage, de l'autre bord, j'ai une autre butte qui fait à peu près 4 pieds. C'est pas gros, là, mais la trail est où? Elle est entre les deux. Pour moi, ça, c'est un funnel, là. Clairement, les chevreuils, quand ils arrivent, ils prennent la façon la plus facile. Ils passent entre les deux petites buttes de 4 pieds. Ils passent dans le coin du 90 du ruisseau. Puis les chevreuils, je vous dis, je pose pas un boc là de l'année. La trail est creusée 6 pouces dans le sol. Ça fait des années. Il y a de la femelle qui passe à côté. Mais au mois de novembre, quand ça se met à rouler, là, ton chasing face, puis ça se met à chercher, dans cette semaine-là, je vais poser toutes mes bocs. Je vais les poser là. Exact. Donc, c'est une stratégie à opter. En fait, l'entonnoir va vous permettre de chasser toute le rut. Là. Si vous voulez, là, vous pouvez être là toute la période du rut. Si vous en avez un ou deux, vous pouvez alterner, mais c'est le genre d'endroit que vous pouvez chasser comme de façon intense, puisque l'important, c'est que vous ne dérangiez pas, que vous ne passez pas au travers des beddings, mettons, qui sont aux alentours. Mais si vous rendez là jour après jour, dites-vous qu'à chaque fois qu'un buck va passer là, c'est probablement la seule fois dans la semaine peut-être qu'il va l'utiliser. Donc, lui, l'intrusion, il s'en fout, il est en mode recherche. Donc, c'est le genre de spot qu'on est capable de chasser, quand même, en fonction du vent, de se promener puis d'être un petit peu plus intense. Là. Puis, il faut se mettre en relation. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un vieux chien agir ou ben même nous autres, quand on se promène dans le bois puis qu'il y a un arbre qui est tombé, c'est quoi qu'on cherche à faire? À l'enjamber ou à le contourner? C'est souvent de le contourner. Prenez un vieux boc qui a sûrement de l'arthrose ou pour lui, sauter quelque chose, ça lui demande un effort. S'il est capable de le contourner, il va probablement opter pour cette option-là. Donc, c'est ça l'entonnoir, dans le fond. Faut se mettre dans la tête d'un vieux chevreuil. Là. Ils vont chercher à aller là où ça leur facilite la vie, comme David l'a dit. Puis c'est des affaires qu'on peut faire nous-mêmes, comme qui peuvent être déjà présents. T'sais, on a dit hier qu'on coupait des arbres. Tu vois qu'on peut faire nous autres mêmes. Jérémy Lamarre qui nous demande un ponceau sur une rivière. Assurément. Je veux dire, si tu regardes un peu nos vidéos en Illinois, il y en a gros de ça. Il y a des ditches qu'on peut pas, ça se traverse pas, là. Mais il y a des ponceaux, c'est bien de valeur, les trails sont toujours là. Il faut être prêt là dans ça. Je pense que j'ai une vidéo. L'as-tu vu, Dave? En tout cas, il y a une vidéo, je l'ai introduit là-dedans, ce que je tire le coyote sur le ponceau. C'est ça. On les chasse. J'ai passé une semaine, moi, en janvier, à chasser ça, un ponceau. Ça n'a pas tiré, mais toutes les chevreuils qui venaient proche de moi passaient toutes à portée d'arc, c'est un peu ça le but. Non, Geneviève, on n'apporte pas dans nos funnels. Dans les entonnoirs. C'est toutes des affaires, des bocs que j'ai vus, proches de ce funnel-là. Là.
Donc, ça vous donne une idée un peu de la force. le ponceau, là, c'en est un, ça. Ça, c'est un exemple. C'est pas un gros boc, mais tous les animaux qu'on a vus là, coyotes, ils ont passé là. Petits bocs, femelles, ils ont tous passé là. C'est ça le but d'un entonnoir, c'est de les avoir à portée d'arc. Vous allez en voir moins, mais comme Dave a dit, on va voir les bons. Donc, tu sais, il faut être prêt à un entonnoir, vous pouvez vous asseoir là puis rien voir pendant la journée. Là. Mais si vous êtes persévérant, à un moment donné, s'il y a de quoi qui a passé, ben ça va passer par là. Donc, c'est comme ça qu'il faut chasser. Il ne faut pas se désespérer. Tu sais, quand vous parlez avec des gens, hey, j'en ai vu 30, j'en ai vu 20, ben, c'est souvent parce qu'ils chassent dans des endroits où est-ce que, Colin, ils ont une visibilité tellement grande, mais dans des entonnoirs, on ne voit pas forcément. On va chasser qu'est-ce qui va passer en avant. Donc, regarde ça, c'est un autre exemple. Et la séquence qu'on voit là c'est la même place. Ça, c'est formé par le coin d'un champ puis une pointe qui s'avance. Pas obligé d'être... Mais ça fait juste venir converger un peu plus facile. Il passe dans le bas. Au lieu de passer sur le top, il passe dans le bas avec le coin du champ au lieu de passer à la sortie. Puis tous les chevreuils qu'on a vus là-bas, ils ont tous passé en dedans de nous autres à 20 mètres. Le bois rétrécissait à un endroit précis, comme Dave l'a dit, puis ça crée un entonnoir. Donc, c'est un peu ça aussi, un entonnoir. C'est dans le fond, l'anatomie, si on veut, du territoire qui fait en sorte que, ils n'ont pas le choix de passer à un endroit précis. Là. Yes, donc ça fait un petit bout qu'on marche, moi puis Dave. On fait juste marcher le edge, dans le fond, du gros, la grosse swamp, ce qu'on a la permission d'aller. Puis, il y avait, quand il y a des swamps, dites-vous bien qu'il y a souvent des castors. S'il y a des castors, il y a de l'eau. L'eau, ça crée quoi? Des barrières naturelles pour les chevreuils. Ici, on a un entonnoir avec des beaux arbres matures. C'est assez clean pour tirer. Puis, on voit qu'il y a une présence de chevreuil qui a passé parce que tout est clippé. Donc, certaines plantes, des forbs, des repousses que les chevreuils ont tendance, des repousses tendres, ils sont tous clippés. Donc, il y a une présence de chevreuil ici quand même assez grande pour créer ce genre de trail-là. Vous voyez, c'est toute labouré. Donc, ça, c'est un entonnoir naturel. On est dans une quand même une grosse planche de bois ici. Donc, si vous avez à chasser un boc mature, ne chassez pas ça n'importe où. On est quand même... il y a un petit décalage. Moi, ça fait un petit bout que c'est fini. Fait que... Ah ouais, mais entre toi et moi, il y a un décalage depuis hier. Là. Ouais. Donc, quand est-ce qu'on peut chasser un entonnoir si on vient à nos moutons? Bien, comme j'ai expliqué, l'entonnoir se chasse pendant toute la route. Donc, ça serait une très bonne stratégie à opter. L'important, c'est de ne pas passer au travers des beddings. Puis on peut alterner avec le vent. Si c'est capable d'avoir ces genres de places qu'on pourrait à la limite s'installer des stands en avance parce qu'on sait que ça va payer. C'est pas obligé d'être forcément mobile dans ce genre d'endroit-là, puisque c'est des chasses que si jour après jour, vous allez là, vous installez vos stands, c'est fait. Puis il faut juste avoir des accès qui ne dérangent pas les chevreuils, qui pourraient bumper les chevreuils. Donc, c'est ce qui est super important. Sam, pour ta question, dans un bois, pas de champ, qu'est-ce qu'il peut faire d'office dans ton noir? À peu près n'importe quoi. Raph m'en a parlé. Des arbres qui sont tombés. La topographie. En milieu forestier, la topographie là, du terrain va créer beaucoup d'entonnoirs. Fait que je l'ai dit, les saddles, les pentes escarpées, va faire en sorte que veut pas, les chevreuils vont prendre le chemin le plus facile. Fait que regarde ta topographie, les cours d'eau. C'est niaiseux, même si le chevreuil peut le traverser, ça se peut qu'il aille le traverser un endroit juste plus facile pour y aller. Donc, cours d'eau, clôture à neige. Clôture à neige, là, si vous avez un peu d'argent à mettre, vous ne voulez pas couper d'arbres, mais les clôtures à neige, ça marche. Vous pouvez installer des clôtures à neige afin de dévier chevreuil, de les concentrer à un endroit. Ça fonctionne. Mais ça coûte de l'argent, c'est sûr, certain, versus couper des arbres, mettons, pour créer un genre de blocage. Mais ça, c'est à chacun sa décision. Là. Donc, y a-t-il des questions sur l'entonnoir? Sinon, je poursuis avec l'autre stratégie qui se retrouve à être de chasser près des beddings de femelles. Donc, on a beaucoup parlé des beddings de bocs jusqu'à présent. Ça, c'est pour chasser le mois d'octobre. Maintenant, ce qu'on se concentre en novembre, c'est les beddings de femelles. Donc, si vous avez des devoirs à faire ce printemps, c'est de partir, aller identifier les beddings. Si c'est le seul temps que vous avez, là, faites ça, puis vous allez partir avec une bonne longueur d'avance. Identifiez sont où vos beddings de femelles, puis vos éventuels beddings de bocs. Bedding de femelles, c'est toujours plus facile un peu à avoir. Là, c'est souvent des groupes. Ça dort en groupe de 6 à 7 individus. Je vais partir la vidéo. Donnez-moi 2 petites minutes. Là, image entonnoir, image bedding de femelles. Puis, regardez, c'est un environnement bedding, c'est ça un peu, là. On a une transition entre deux habitats.
Bon, ça, c'est un bedding de buck que j'ai présenté hier, mais tu sais, la différence, je pense que je vais montrer une vidéo de David qui a pris au mois de décembre. Bedding de femelle, il y a des petits beddings puis il y a des gros beddings. Donc, il y a des beddings de veau puis il y a des beddings de femelle. Donc, ça va être des beddings avec plusieurs grandeurs. Vous voyez, là, dans la vidéo qui est là, il y a plusieurs individus ensemble. Donc, ils vont tous bedder ensemble, mais positionnés de manière différente. Donc, c'est des beds qui sont plus simples à identifier parce qu'il y a beaucoup plus de couches à l'intérieur. Puis on voit oui. Ben, j'allais dire justement, tu sais, ça, on voit un peu, il y en avait un, là, lui, malheureusement, j'avais pilé dessus en 4 roues, mais il y en avait un autre un peu plus loin. Fait que, tu sais, déjà là, tu sais, il y a 3 chevreuils ensemble, on voit qu'ils sont tous alignés dans des directions différentes pour justement un peu se protéger entre eux autres. Un qui regarde dans une direction, l'autre dans l'autre, l'autre dans l'autre. Avec le vent, tu sais, ils se couvrent tous une et l'autre. Yes. Donc, tu sais, pourquoi c'est important, c'est que les beddings de femelles vont être visités là, à partir du seeking phase à aller jusqu'à la fin. Tu sais, les bucks ont identifié leur bedding dans le seeking phase. Dans le chasing, ils les visitent une fois de temps en temps, mais ils les visitent pas en rentrant là-dedans comme des trains. Là. Ils vont toujours se servir du vent pour sentir ce qui est dans le bedding. Puis, en même temps, ils vont se promener le nez au sol afin de sentir tout ce qui est rentré au bedding. Donc, on a une image ici d'un jeune buck. Moi, j'étais près d'un bedding de femelle. S'il y a des signes, ça ment pas, là, le genre de signe près des beddings de femelles, c'est que les bucks voyagent par là, font laissent leur marque. On en a un ici, là, lui, il arrivait d'un bedding de femelle. Ça se promène le nez à terre, ça sent, ça sert du vent. Il y avait le vent pour lui, pour tout sentir, là, puis lui, il m'a senti cette journée-là. Là. Mon vent poussait vers lui, mais il s'en foutait complètement. Il a continué, puis il n'y avait pas ça en tête. Là. Ce qu'il voulait, c'était chercher des femelles. Donc, leur niveau là, leur niveau de méfiance est vraiment bas. Là. Donc, on a une image ici un peu de comment que ça sert on a un bedding de femelles. Regardez ce que les bucks font en pointillés jaunes. Là. On a le vent qui pousse, disons, par en haut, donc vers le nord dans ce cas présent, un vent qui souffle du sud. Le buck va se promener de façon à sentir le bedding et il va couper aussi toutes les éventuels trails qui rentrent au bedding. Donc, nous, il faut comme être plus loin que cette fameuse trail-là. Donc, il faut être en retrait de la trail que vous allez avoir identifiée. Puis ça, je dis une trail, mais c'est souvent un corridor de déplacement. Ça peut être, je pense que je vais le montrer, là. Dans ce corridor-là, près du bedding, vous allez trouver un nombre de frottages beaucoup plus grand, de grattage au sol. Ça ment pas, là. Ça veut dire que les bucks passent par là pour venir scent-checker le bedding. Donc ici, bon, c'est champ des chevreuils. Bon, en fonction, il faut penser que là, les femelles, c'est la bouffe qui rend un peu les femelles. Donc, si vous avez un champ qui est très attrayant, ne passez pas par le champ pour vous rendre à vos spots. Faut plutôt modifier nos accès. Là. Donc, c'est ça. Donc, il faut modifier nos accès en fonction de ne pas bumper ces femelles-là. Il ne faut pas passer où est-ce que ces femelles-là ont tendance à arriver. Donc, souvent, si on a une source de nourriture sur un bord parfait, ben on n'arrivera pas du même bord que la source de nourriture. On va faire un détour pour arriver par en arrière, si on veut, pour les voir arriver de cette source de nourriture-là. Là. On avait-tu des questions, Dave, ou c'est pas si pire? À date, ça va bien. Je réponds à ce qui se présente actuellement. OK. Donc, évidemment, comme j'expliquais, on peut chasser ça pendant toutes les phases du rut. Ça reste quand même un moment, le moment fort de ça va être probablement au début, pendant le chasing. Après ça, donc, aller jusqu'au 10 novembre. Après ça, ben là, c'est encore un très bon moment. Mais là, il faut pogner le buck entre deux femelles. C'est ça, entre deux femelles. Donc, moi, le bedding reste encore une très bonne option, mais si vous avez un entonnoir, ça peut être aussi quelque chose à envisager. Là. Donc, rendu au moment critique du plein rut, il n'y a pas de stratégie qui est vraiment meilleure. Ils sont, tant qu'à moi, pas mal tout égales. Puis, il faut juste comme être patient, puis à un moment donné, ça va finir par payer. Là. Pas se décourager parce que ça peut tomber mort pendant 2, 3, 4, 5 jours. C'est comme s'ils étaient tous disparus. Le lockdown, là, on le vit à toutes les années. Oui, c'est le terme que je n'avais pas mentionné, Dave. Tu fais bien de le mentionner, lockdown. On l'utilise souvent, ce terme-là. Là. Sont avec des femelles et ils ne bougent pas. Ils sont tous accompagnés ou presque. On a l'impression qu'il n'y a plus de chevreuil, il n'y a plus de buck. Ils sont encore là. C'est juste qu'ils sont en période d'accouplement.
Donc, chasser près des beddings, ça nous amène à... Ça, c'est probablement ma stratégie que j'ai utilisée le plus cette année. Donc, chasser les trails parallèles aux champs et aux ouvertures. C'est la stratégie qui... Je parlais de champ nourricier hier un peu pour ceux qui étaient là. J'aime bien faire un champ nourricier, je le suralimente, je le chasse pas, mais je vais chasser les trails parallèles, par contre, qui passent pour se rendre vers ce champ-là, mais sans se rendre là, mais le contourner. Je vais mettre des images, là. C'est probablement avec cette stratégie-là que j'ai eu le plus de résultats cette année. Fait que regardez de la façon, je vais le remettre au début, là. Regardez dans quel sens que les femelles s'en viennent. Ils s'en viennent du bois vers l'ouverture. En gros, là, ça, c'est les trails majoritaires des femelles. Puis regardez le boc, lui, il va dans quel sens? Donc, c'est ça l'optique des trails parallèles. Puis je pense que je vais l'expliquer un petit peu plus loin. C'est que les bocs, vous pouvez avoir des bocs qui se promènent. Vous ne prenez pas de photos, disons, dans vos champs nourriciers. Ben, dites-vous qu'ils ne sont pas dans les champs. En temps de route, là, ils se foutent des champs. Ils vont passer comme peut-être un 80 mètres. Ça varie la distance, il faut aller vérifier, mais de 0 à 100 mètres dans le bois, dans le fond, là, de façon ceux qui auraient des troubles, là, 2 secondes, ceux qui auraient des troubles, là, faites un refresh de votre page. Tout le monde dit que ça marche, nous autres, ça a marché. Donc, quand on dit c'est trail perpendiculaire, Éric, oui, mais c'est trail parallèle à l'ouverture. À l'ouverture. Exact. Souvent, c'est un champ, c'est un bûcher. Oui, c'est perpendiculaire à toutes les trails. Ça coupe toutes les trails de femelles, mais si vous regardez s'il y a une transition, s'il y a un bûcher, s'il y a un champ, ça va être parallèle à ce champ-là et à ce bûcher-là. C'est pour ça qu'on appelle ça la trail parallèle, mais oui, c'est une trail qui se trouve à être perpendiculaire à toutes les trails qui sortent. Yes, donc on a un autre exemple, un autre endroit où est-ce que les bocs vont utiliser des trails perpendiculaires, dans le fond, aux trails de femelles, mais souvent parallèles à autre chose. Comme ici, on a un chemin de ce côté-là, on a un autre chemin de l'autre côté. Donc, eux, ils s'en viennent comme ça, en descendant, pour croiser toutes les trails de femelles qui s'en vont vers j'ai un champ nourricier qui est là-bas, j'en ai un autre là. Donc, probablement que l'année prochaine, ici, c'est ce que je vais venir me préparer, là, un arbre de chaque côté du chemin par rapport au vent, pour venir pogner tout ce qui va vouloir descendre pour croiser les trails de femelles qui vont vers nos appâts. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller dans ils n'ont pas besoin de se pointer la face. Un vrai gros boc mature peut faire une erreur ou deux durant toute sa saison dans vos sites d'appât à découvert. Mais si la chasse dure 2 semaines, est-ce que vous allez être nécessairement là ces 2 journées-là? Est-ce que les vents vont être bons pour que vous soyez là? Bref, c'est le genre de setup ici que vous pouvez chasser avant, puis c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va passer. Donc, on appelle ça des trails parallèles. Les parallèles trails, souvent, il va y avoir un champ, il va y avoir comme la boum, j'avais un bûcher, j'en avais le même exemple, mais elle était dans l'autre sens, celle-là. Puis ici, on est dans le sens inverse. Exact. Donc, on a ici un exemple, disons, on voit les beddings de femelles. Évidemment, quand il y a des beddings, il y a forcément une trail parallèle. J'en ai parlé tantôt aussi. Là, dans le fond, c'est des stratégies qui se recoupent les unes avec les autres, puisque dans le fond, la trail perpendiculaire, elle peut être, dans le fond, aussi près des beddings de femelles. Vous allez voir, là, les bocs vont voyager le long des ouvertures, puis voyager le long des beddings aussi. Là. En voyant en pointillés jaunes, dans le fond, là, les trails qui ne sont pas nécessairement des trails, ça ne sera pas un passage vraiment défini, mais vous allez trouver des signes, comme je l'ai montré, donc des frottages, mais qui s'en vont tous plus ou moins dans le même sens, qui sont pas nécessairement tous en ligne, mais tous disparates. Ça veut dire que les bocs voyagent là pour croiser les femelles. J'ai mis ici des idées d'ambush point là, pour justement venir. Puis l'important quand on fait ça, ces affaires-là, c'est que vous voyez, il y a beaucoup de trails parallèles. Il y a beaucoup de trails de femelles. Ben, on commence toujours en étant, disons, la première trail qu'on rencontre, on s'installe là, parce que de toute façon, le boc va s'en venir en essayant de toutes les croiser. On ne cherche pas à en croiser trop pour se rendre, disons, au milieu, puisque en faisant ça, on croise les trails de femelles, puis les femelles, à un moment donné, vont probablement moins passer. Ou, non seulement ils vont moins passer, mais c'est souvent eux autres qui nous bustent. C'est pas les bocs qui nous... C'est bien plus dur essayer de ne pas se faire spotter par la grosse grise qui s'en vient, là, que ça fait 7 ans qu'elle se promène, puis qu'elle sait que le monde chasse dans les arbres. Donc, quand il y a 6-7 femelles qui s'en viennent, c'est souvent eux autres que c'est important. Un coup qu'ils sont passés après ça, là, on est correct. Les bocs, bien souvent, ils s'en viennent, ils cherchent, puis ils sont pas mal moins attentifs. Regarde, 0 dans les airs. C'est vraiment, comme tu dis, Dave, il faut battre les femelles, puis il ne faut pas leur donner d'indices de notre présence. 0-0.
Fait que, c'est la stratégie, dans le fond, qui a été... Là, j'ai pas pu voir les images, mais c'est avec ça que j'ai vu la plupart de mes bucks, dans le fond, cette année. C'est des bucks que vous avez pu, que j'ai la plupart tous laissés aller, mais qui sont... Il y en a gros qui sont morts là-dedans, malheureusement. C'est par le voisin. Donc, il n'y avait pas d'autres questions là-dessus, ou si on... Non, c'est bon. OK. Donc, les trails parallèles maintenant, ben faire une bête et chasser la chasser en retrait. La chasser avec une bête, c'est assez populaire ici au Québec, on se le cachera pas. Donc, peut-être juste la façon qu'elle est chassée qui est peut-être pas nécessairement bonne. En faisant une bête, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un achalandage, on crée une source de nourriture. Donc, les femelles vont arriver d'un peu partout pour se rendre à cet endroit-là. Puis, je dis un peu partout, majoritairement, ils vont arriver d'où est-ce qu'ils sont bédés pour venir vers la source de nourriture pour après ça contourner. T'sais, le comportement d'une femelle là, change drastiquement quand ils arrivent proche de la bête. Ils s'en vont, ils regardent, ils arrêtent à 70 mètres, ils sont pas sûrs, ils reculent, contournent, vont vraiment pogner le vent. Donc, il faut comme, dans le fond, contourner ce comportement-là en chassant, moi je dis à 200 mètres, grosso modo, de la bête. Là. C'est dans ce tampon-là que vous allez être capable, disons, d'approcher sans vous faire voir, sans vous faire entendre. Puis les chevreuils, à 200 mètres de la bête, sont dans un comportement calme, tranquille, s'en vont vers la bête. Donc, puis encore là, en faisant ça, on vient qu'à recouper encore le principe de la trail parallèle. Vous avez un paquet de femelles qui vont se rendre vers votre bête. Ben forcément, les bucks vont couper ces trails-là pour se rendre, pour sentir toutes les femelles qui vont se rendre à la bête. Donc, je pense que j'avais des images par rapport à ça. Image bête en retrait. T'sais. Petite vidéo que j'ai faite. On a des beddings de femelles. On choisit un emplacement, mais en notre faveur à nous, toujours. Là. Faut pas faire une bête n'importe où, faut prendre le temps. Donc, on voit ici en train de suralimenter une section, disons, d'un vieux champ. On suralimente ce champ-là. Maintenant, on installe des caméras dans le champ pour voir est-ce qu'il y a une présence de chevreuil. Le drop-in, je l'avais pris comme ça. Là, il y a une année, c'était pointé la face. Donc, je savais qu'il utilisait ce coin-là. Suite à ça, ben moi, je vous dirais de tracer un rond de 200 mètres autour puis de chercher des signes là-dedans. Là. Donc, vous voyez ce que ça crée, là, de faire une bête suralimentée. Là. Vous avez plusieurs femelles qui peuvent manger ensemble. Donc, ça a été spreadé. Donc, il y a plusieurs chevreuils qui viennent. Donc, c'est mieux d'avoir plus de femelles que d'en avoir 3-4 à votre bête qui mangent dans un tas. Rappelez-vous toujours de ça. Donc, ces femelles-là vont faire le in and out de la bête à aller à leur bedding. Ça va se retrouver comme être leur source de nourriture. Puis bon, peut-être qu'ils vont faire d'autres mouvements aussi, là, parce qu'une bête, on s'entend qu'ils ne font pas manger exclusivement là-dessus. Ils vont se promener, manger d'autres choses. Mais donc, c'est ça qu'il faut chercher à faire. Dans un rayon de 200 mètres, on regarde les signes qui pourraient croiser, dans le fond, ces trails-là. Puis on vient s'installer là-dessus. Puis avec 200 mètres de retrait, on est capable de rentrer et sortir facilement. T'sais, en gros, là, on dit 200 mètres, là, mais on s'entend, c'est un principe. Là, c'est un chiffre qu'on peut se permettre d'avoir. Le but, c'est, je pense, d'aller le plus loin possible de la bête pour minimiser notre impact, justement. On arrive là, on va se prendre dans 4 roues, on marche pas autour pour trouver les signes. Là. C'est 4 roues in and out. Puis après ça, on rentre avec nos stands, puis on va chasser les signes qu'on va trouver à l'extérieur de ce rond-là. Des fois, ça peut avoir 100 mètres, 150, 200. Si c'est plus, parce que les chevreuils arrivent bien plus tard, ben il faut reculer plus loin. Il faut s'adapter un peu avec ça, mais c'est le principe, c'est de vraiment s'éloigner et d'essayer de pogner les bucks. Le nombre de fois qu'on a vu des femelles sur des bêtes, là, que tu avais des bucks aux alentours, puis des bêtes, on peut dire un champ, là, qui viennent contourner. Tu vois des bucks, ils n'ont jamais passé devant la caméra, ils n'ont jamais sorti à découvert, mais ils étaient là. Puis les signes qu'ils laissent, ben ils mentent pas. C'est souvent à l'extérieur. Tu sais, avec le nez qu'ils ont, là, ils n'ont pas besoin de rentrer à la bête voir s'il y a une femelle en chaleur. Non. Tu sais, hier, j'ai écouté un gars, c'est Dan Fault, on l'aime pas mal. Puis, tu sais, faut penser que nous autres, on est des êtres humains, on associe les choses avec nos yeux, tandis que les chevreuils associent les choses avec leur nez. Donc, ils n'ont pas besoin de voir, ils ont juste besoin de sentir. Parce que quand ils voient quelque chose, c'est quoi leur premier réflexe? C'est d'aller contourner pour sentir. Tu sais, fait que forcément, ils n'ont pas besoin d'aller voir dans le champ, ils n'ont pas besoin de voir, ils sentent avec leur nez. Donc, de ce que j'ai vu cette année, là, puis dans les années passées,
on sous-estime peut-être des fois la quantité de bocs ou les gros bocs qui peuvent être à notre territoire parce qu'ils se pointent même pas la face seulement dans les appâts qu'on fait. Ils n'ont même pas besoin. C'est un mâle qui a une couple d'années dans le corps là, puis qui sait que les bêtes, c'est dangereux. Oubliez ça, il va passer à côté. Puis donc, pourquoi chasser la bête? Parce qu'on veut voir du chevreuil. Là. C'est ça, notre plus gros ennemi, c'est nous. Hein. Ah oui. C'est bien mieux d'être en retrait, puis de peut-être en voir moins, mais de voir comment que l'action arrive. T'sais, les femelles, OK, on se réajuste, là, on va faire un premier site parfait, on voit les femelles arriver d'une façon quelconque, on va peut-être voir même des mâles se déplacer, puis là, on va identifier clairement les corridors de déplacement qu'ils utilisent. Après ça, on fait le move. Donc, il faut y aller de façon progressive et non pas de façon, je dirais qu'à la bête, c'est ben trop agressif. Là, c'est une passe, c'est ou deux, c'est brûlé. Là. C'est pas compliqué. Tu sais, il n'y a pas juste ça. Tu chasses des chevreuils bien moins nerveux. C'est le 100 mètres ou 200 mètres, là, c'est bien moins nerveux que le chasser directement sur la bête. Tu sais, d'un, il est plus là, là. Il passe, il est parti. Tu l'as vu pareil, là. C'est pas grave si tu l'as pas pendant 1 heure de temps en avant de toi à manger 702 pommes en avant, là. Non. Le chevreuil passe, parfait, il est passé. Tu sais, d'un, toi, tu peux t'en aller par la suite, là, parce que souvent, c'est ça le problème des bêtes, là, c'est que tu chasses ta bête, puis après ça, Marcus, il nous le marque, là, mais là, tu veux débarquer. Combien de fois qu'on voit durant l'année, hey, je fais quoi? J'ai des chevreuils à mes pommes. Je fais quoi pour m'en aller? Je leur fais du peur. Là, tu plein d'affaires. Je leur lance une pomme, je craque une branche, je fais un souffle, je fais un grand. Un moment donné, là, c'est parce qu'ils savent, vous n'avez pas ce problème-là si vous êtes en retrait. Les chevreuils sont passés, vous êtes capable de descendre, vous partez, vous n'avez rien dérangé. Ils n'ont aucune idée que vous avez été là. Ah ouais, puis c'est de combattre le frein. Il faut combattre notre curiosité à savoir qu'est-ce qui est allé à la bête. Vous avez une caméra, ça va vous le dire. Puis la plus grosse erreur que je me suis toujours dit qu'on faisait, puis Dave, je pense que je te l'avais dit à un moment donné, c'est qu'on prend un gros buck and bait, puis je vous dis pas qu'il ne retournera pas. S'il est accompagné d'une femelle, puis cette femelle-là, elle revient, bon, vous avez des bonnes chances de le revoir, là. Mais mettons que vous auriez un buck sporadique à un moment donné, paf, ben là, on a toujours le réflexe d'aller sacrer sa bête. Puis, chaque fois qu'on a fait ça, Dave, est-ce qu'on a eu du succès? On revenait, puis, asti, plus jamais je chasse sa bête. C'est parce qu'à un moment donné, c'est sûr que s'il y a une femelle en chaleur dans le coin, il va être dans le coin. Vous pouvez chasser la bête, puis ça peut marcher, mais si on regarde le pourcentage de fois ce que ça a marché, on a bien plus intérêt à être en retrait de ça puis avoir l'action d'un petit peu plus loin que d'aller là puis finalement rien voir. Là. On voit la bête souvent puis c'est tout. Là. Fait que je peux le comprendre. Là. Ça peut être longtemps. Là. Hey, moi, là, cette année, là, j'ai chassé. La première fin de semaine, j'ai pas vu un chevreuil. Puis il n'y a pas à dire. Là, si je m'assois sur un site de nourriture, je vais en voir 20. Là. Mais je ne chasse plus de même. J'ai pas vu un chevreuil à portée d'acte. J'en ai vu à distance, là, bien loin, là, mais les premiers samedis, premiers dimanches, 0. Ça a été jusqu'au premier jeudi que là, j'ai vu un 8 de 2 ans et demi passer à portée d'acte. Ça a été mon premier. Et l'autre chevreuil que j'ai à portée d'acte, c'est J1 que j'ai tiré. Là. Fait que, ça peut être long. Là, tu passes une fin de semaine, tu n'as rien vu. Là. Tu dis, OK, il y a de quoi je fais de pas correct. Mais la journée que tu en vois un, ben souvent, c'est le bon, puis il va être apporté. Fait que, tu sais, mais oui, ça peut être, mentalement, c'est longtemps de dire, OK, je m'assois là, puis ça se peut, je vois rien, ça peut, je vois rien. Le moment donné, tu te tentes, tu dis, de la merde, je vais aller en voir 15. Là, tu t'en vas t'asseoir sur ton tas de paille. Cool, c'est beau, j'en ai vu 15, mais au bout du compte. Tu n'as pas vu celui que tu voulais voir. Exact. Donc, y a des questions par rapport à ça? Ou, sinon, ben, je vais poursuivre. J'ai pas de. Ben, je sais pas, j'ai un commentaire, mais je suis pas certain de dessus. Bait égale site nourricier. Oui, effectivement, un site nourricier, un appât, Dave, là, un bait, c'est un site nourricier. Un appât. Donc, ça nous amène à notre dernière stratégie. Donc, il n'y avait pas vraiment d'ordre précis, mais tu sais, dans tout ça, ça revient qu'à se recouper d'une certaine manière. Donc, tu sais, la trail parallèle, la trail perpendiculaire, on l'adapte pour les ouvertures, on l'adapte pour les beddings de femelles. Donc, c'est un peu ça. Donc, la dernière stratégie, que c'est notre cheval de bataille à moi puis Dave, c'est d'être mobile. C'est pendant le route, les choses changent vite. Si vous êtes statique, ben vous allez avoir un résultat statique. C'est-à-dire que vous allez avoir le résultat à la hauteur des efforts que vous faites. À un moment donné, il faut penser que si on est tout le temps au même endroit et il n'y a rien qui se passe,
c'est comme de se fier sur la chance pour avoir quelque chose en avant de nous. Donc, il faut être, faut aller, comment je pourrais dire, faut aller au devant, ne jamais être en arrière d'eux. Tu sais, souvent, quand on a des caméras, on va les relever. On voit des relevés qui sont de 2, 3, 4 jours, 5 jours. On va là, on peut être en arrière d'eux. Donc, on va arriver là, puis peut-être qu'on n'aura pas l'action à la hauteur, tandis que si on se déplace, on vérifie s'il y a des signes à certains endroits qui viennent d'apparaître. Ça ment pas, c'est frais, là. Je l'expliquais, drop-in, la façon que j'ai été capable de savoir où est-ce qu'il passait, c'est qu'il y avait un corridor de déplacement, ça ne mentait pas, il y avait tellement de signes de passage de chevreuil, de frottage, que bon, je me suis installé là, puis regardez, ça s'est fait en 30 minutes. Je vous dis pas que ça va être votre cas à vous aussi. Il va peut-être falloir pousser davantage. Donc, on commence, on se déplace avec nos stands sur le dos, on trouve des signes, OK, parfait, des beddings de femelles, on sait où ils sont, on va voir autour. Est-ce que je peux, chasser un bedding, là, le vent, il n'est pas tout le temps du même sens, là, donc il faut être mobile. Chasser le bedding de femelle, il faut le chasser. Si le vent est d'un sens, il faut penser que le bug va arriver de ce sens-là. Si le vent est dans l'autre sens, le bug va contourner de l'autre côté. Donc, la mobilité vient nous aider à compléter les autres stratégies. On s'adapte de façon à avoir le vent pour nous. Puis là, on ne le répétera jamais assez. J'avais mis un paquet de points ici. Il faut prendre son temps. Regarder, penser d'où est-ce que les chevreuils arrivent. OK, ils mangent à tel endroit le matin, dans la nuit. Ils vont venir dans ce sens-là. Parfait. Donc, faut pas que je passe là. On va contourner de façon pas bumper femelle. On va arriver ailleurs. Faut prendre notre temps. Il n'y a pas de secret. On va avoir un bon équipement. Ça l'aide. Ce qu'on a là en arrière de nous, là, c'est un must. Pour vrai, c'est un must. On veut rendre ça moindrement un peu agréable. Je pense que l'équipement est un must. Là. On ne se le cachera pas. Là, n'importe quel stand d'acier, que le stand pèse 20-25 livres, avec une échelle en section qui en pèse un autre 25 livres, c'est impensable de faire ça à tous les jours avec ça. C'est faisable. On ramasse avec un kit comme que tu as en arrière qui en pèse 20 au total, que tu peux aller dans n'importe quel arbre, que c'est ajustable. Ça rend la chose beaucoup, beaucoup plus agréable. Puis tu sais, quand on parle de mobilité, là, puis je l'ai vu dans le passé, le monde dit c'est beau, je me suis reculé de 200 pieds en arrière. Non, mobile, ton bas qui est tard, d'après moi, il faut que tu recules pas mal plus que tu penses. Là. Mm-hmm. Tu l'as fait à quasiment 1500 pieds là, pour aller chercher drop-in là, de jour. Là. Ouais, au moins. Puis c'est exactement. Puis tu sais, comme tantôt, le 200 mètres qu'on parlait pour la bête, Dave, là, j'ai regardé un peu chez nous à quel moment je voyais les chevreuils à une heure que je jugeais pas pire, par rapport aux bêtes que je faisais. Puis j'ai comme fait un rond, puis ça m'a donné cette fameuse, c'est peut-être juste un hasard, mais c'était 200 mètres-là, c'est là que souvent, les femelles s'en reviennent. J'ai un paquet, j'ai pas vu les images tantôt des trails parallèles, j'aurais aimé commenter, mais j'aurais voulu dire, dans le fond, qu'il y avait une bête plus loin, puis regarder toute l'action que ça allait amener. Là. Les femelles arrivaient d'un sens, puis c'était tout à 200 mètres. Là. C'était pas collé sur la bête, là, c'était à 200 mètres la bête. Donc, exact. On avait une question, Raph, quel genre de stand qu'on prend? Tu là en arrière, tu viens de le montrer. Là. C'est des stands qui s'ajustent. Donc, il y a plusieurs marques. Là, je pense qu'on a pas mal trouvé le meilleur compromis, rapport qualité-prix. C'était un XOP, disponible chez Distribution Plein Air. Pour vrai, rapport qualité-prix par rapport à ce que j'avais avant, c'est vraiment du rabat. Donc, c'est un XOP comme ça. La plateforme est ajustable, le siège est ajustable, le main pose, dans le fond, là, le stand est ajustable non seulement en hauteur, mais aussi gauche-droite pour le niveler. À cause des braquettes. Après ça, les sticks, c'est fait pour s'emboîter tout un dans l'autre. Tout barré ensemble. Mais comme Raph dit, il faut prendre le temps quand tu arrives, là, si tu te dépêches puis tu es écœuré puis tu n'as rien vu, tu es en maudit, tu prends ton stand, tu le garoches à terre. L'avantage à mobilité, tu le perds parce que là, tu déranges tout le bois. Il faut prendre notre temps. C'est le vanish, Julien. Là, il y a quelqu'un qui nous a demandé pourquoi vous n'installez pas des stands fixes. C'est qu'Étienne, tu pensais au nombre de stands qu'il faut que tu installes. Tu sais, le vent d'une journée à l'autre change. Là. Si tu peux préparer un paquet d'arbres, moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, mais si tu installes des stands pour un vent nord, un vent ouest, un vent sud-ouest, un vent... Non, on va tous les nommer, les vents. Là. Est-ce que ton stand va être bon pour tous ces vents-là? Je pense pas. Ouais, puis tu sais, est-ce qu'il va vraiment faire...
ce qui est annoncé? À ton rendu sur place, là, est-ce qu'il fait vraiment ce qui est annoncé? Selon le couvert forestier, selon la pression, selon le couvert, tu sais, bien comme moi, qu'un vent le matin, ça se réchauffe assez vite. Il fait bien froid, puis ça se réchauffe vite. Peu importe le vent, ça va être aspiré dans les airs. Tu sais, un moment donné, moi, je serais pas contre l'idée d'installer des stands. Tu sais, mettons, un stand par spot que tu juges bon, puis que quand le vent est cette direction-là, tu utilises ce stand-là. Mais après ça, tu sais, la chasse dure juste 2 semaines, puis les vents sont pas, changent à chaque jour. C'est vrai, je vais faire une parenthèse, par exemple, tu sais, est-ce que les beddings changent tant que ça, la bouffe change? Non, effectivement. Sauf que moi, je chasse à l'arc, là. Moi, là, il faut que je tire à 30 mètres. Si le buck, il prend, cette année-là, là, il prend la trail qui est à 50, là, je le tue pas. Tu sais, fait il faut que je sois où est-ce qu'il est. Fait que pour l'avoir fait, là, il y a été des années, là, puis je suis pas que, tu sais, chez Craft, en faisant encore plus que moi, là, des 10, 12, 14 stands d'installés d'avance. Puis je me finissais, là, j'avais mon stand sur le dos, puis je n'avais chassé peut-être 2 dans l'année que j'avais fait. Hey, c'est du temps que j'avais mis, là. C'est du temps maudit que j'avais mis durant l'année pour absolument rien, parce qu'au bout du compte, je les chassais pas parce que, non, je suis un peu trop loin. Non. Ouais. Je prenais mon stand, j'allais m'installer. Parce que l'action était peut-être même pas là, Dave, aussi. Tu sais, on est là à parler des beddings. Si la femelle qui est en chaleur dans le coin ou que, tu sais, votre box sera pas forcément un endroit, tu sais, faut aller là où c'est hot, là. Tu sais, ça vient comme d'éliminer souvent le 3/4 des stands que tu as d'installer d'avance. Je vous dis pas de pas le faire, c'est bon d'en avoir. Tu sais, sur le bord des champs nourriciers, moi, souvent, sont installés en avance. Tu sais, mais c'est pas des places que je vais chasser souvent non plus, là. Tu sais, c'est chasser une fois, là. Là, je suis en train, on nous demandait les modèles, là. Je suis le site de DPA, je vais mettre le lien pour le stand qu'on prend. Et par la suite, je vais juste mettre le lien pour le stand. Vous allez pouvoir faire vos recherches sur le site de DPA pour les sticks qui vont avec. Donc, tu sais, mais c'est ça. En gros, moi, faut que je sois précis. Puis moi, il y a une méchante différence entre un buck à 60, 70, 80, 90 mètres puis un buck qui est à 40, 35, 30 ou 25. Moi, c'est un kill ou c'est pas un kill. C'est sûr qu'un stand à carabine, tu sais, Dave, un gars qui chasse à carabine pourrait à la limite s'installer un stand vraiment en retrait, tu sais, mettons à 150 mètres, puis avoir cleané, tu sais, assez clair pour être capable de tirer, puis avoir un stand installé d'avance. À la limite, tu sais, il y a moins d'impact, là, donc il faut penser aussi à ça, là. C'est ça, tu sais. Quelqu'un qui a une longue portée, t'es capable de rejoindre plusieurs trails, tu sais, que moi, je ne vais pas rejoindre, là, avec mon arc. Fait que, tu sais, oui, ça joue. Tu sais, quand on parlait tantôt de nos stratégies marche, puis encore plus avec un arme à feu, là, ben, tu sais, ça en est un exemple, là. Exact. Tu sais, la mobilité à l'arme à feu, elle peut être acquise de différentes façons. Avec un stand, en étant plus en retrait, là, le même stand peut être chassé peut-être plus qu'une journée d'affilée, là. Fait que oui, peut-être un stand fixe peut être bon, là. Il faut penser à ça aussi, là. C'est vraiment parce qu'on est à l'arc, là. Exact. Là, on chasse parfois au sol. Moi, non, là. Moi, c'est très, très rare, là, le moins possible. C'est un goût personnel, j'aime pas ça. Est-ce que ça marche? Clairement, il y en a que ça marche, là. Moi, j'aime pas ça. Alain, oui, effectivement. Tu sais, dans des entonnoirs, là, que je sais que si c'est hot et que le vin est bon, que il y a une trail, mettons, couvrir là, dans un entonnoir, oui, l'idée d'un stand fixe, déjà préparé. Ça serait exactement. Et je suis pas plus cave qu'un autre. Là, je m'évite 1 heure de job à monter mon stand bien tranquillement, puis d'avoir quelque chose déjà prêt. Fait que oui, ça, il y a des places comme ça. Les entonnoirs, ça ne manquera pas parce qu'ils sont obligés de passer là. T'sais, fait que le stand peut être installé d'avance sans problème versus dans le bois où que là, les corridors de déplacement peuvent quand même varier légèrement. T'sais, les femelles là sont pas tout le temps bédées à la même place. Là. Ils peuvent des fois se déplacer un peu, sont pas. Ça reste quand même de quoi de vague. Là. On dit pas que les femelles sont tout le temps dans 10 pieds carrés. Là. Ils vont être déplacés légèrement d'une journée à l'autre, dans le même secteur plus ou moins, mais pas tout le temps aux mêmes endroits. Fait que, mais l'entonnoir, fixe. Ben, tu sais, des stands d'observation, ça, souvent, moi, sont faits d'avance. Tu sais, j'ai des places déjà que si je veux observer, que je vais là pour surtout voir des mouvements. Ben, ça, c'est souvent des stands qui sont mis d'avance. C'est des stands qui sont déjà là, sont installés à l'année. Ça va être un leather stand, ça va être même une tour. Que là, je m'en vais là, puis c'est
c'est une observation. Mais après ça, par exemple, le lendemain, dépendamment de ce que j'ai vu, là, je prends mon stand, puis je fais mon move, puis habituellement, ça marche assez bien. Donc, est-ce qu'on change de place à chaque fois, Dave? Ben, majoritairement. Pour vrai, est-ce que ça va arriver qu'on chasse à la même place? Le lendemain matin. Hier, l'année passée, ton box, ça a été le même. Tu as été un coin qui était hot. Tu dis, OK, je retourne là le lendemain matin. Si les vents sont bons, je vois pas pourquoi qu'on ne pourrait pas y retourner. Il y a ça aussi à un moment donné, on s'adapte avec les vents. En temps de route, on voit que l'action est bonne à cette place-là, on colle là, mettons une journée ou deux, si les vents le permettent. Sinon, mais on défait et on refait ailleurs de façon à avoir le vent à notre faveur. Ben, c'est ça. Moi, j'ai de la misère un peu à faire. J'ai un kit d'un stand mobile. J'ai de la misère à le laisser là parce que ça veut pas dire que le vent annoncé le lendemain matin va vraiment être ça. Puis je me suis fait pogner trop souvent à dire « Ah, je retourne là demain matin, je laisse mon stand là. » Tu te lèves le lendemain matin, tu dis « Ah, le vent, là, il est pas tout à fait puis il est plus bon. » Là, je fais quoi? J'ai plus de stand mobile. Fait que là, je me ramasse à aller chasser dans un stand fixe que j'ai fait, que je sais que c'est pas là que je veux être, mais je veux pas brûler les autres places. Fait que si je sais que j'ai encore, retourner là à la même place, souvent, moi, ça va être un stand qui est installé peut-être d'avance, puis qui a un funnel, puis je sais que, OK, demain, c'est supposé être bon, je vais retourner là. Mais si je vais essayer de tout le temps avoir mon stand mobile. Tu disais que l'importance de peut-être même d'en avoir deux, ben, c'est une des raisons. Si je sais que j'ai toujours un kit, un stand dans le pick-up en backup, que si jamais je me lève le lendemain matin, il n'est pas bon, ben je peux partir avec. Oui, je vais le laisser là, puis mon but, c'est de retourner là le lendemain matin, je vais y aller. Mais si je prends un exemple au Manitoba, quand on y a été, en 4 jours, on a chassé 8 arbres. Ouais, faut pas décourager les gens non plus, on est rendu à un niveau où on aime ça, puis quand on est deux, surtout, ça va bien. Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'en arriver à tout ça, sauf que probablement qu'à force de le faire, vous allez aimer ça, puis vous allez comme le faire de par vous-même. Bon, Jeff qui nous demande si j'ai pas 200 ou 500 algues pour chasser, mettons que j'ai 25, selon vous, quel serait le meilleur appât pour les attirer? Jeff, on ne les attire pas, on va vers eux, nous. C'est ça la différence. Donc, pour nous, les appâts, bon, le maïs, c'est un bon appât. As-tu d'autres choses, Dave? Ma stratégie serait probablement, j'ai pas vu la place, là. Mais ça serait, puis je suis pas mal sûr que ce serait la même affaire, là. En plein milieu de mon 25 heures, je m'arrangerais pour avoir possiblement, une bête là, si vraiment je veux faire un appât, là. En plein milieu, spreader possiblement du maïs, puis je viendrais chasser le pourtour de ça à l'extérieur pour pas brûler ma bête. Pour pas brûler mon appât. Donc, une bête plein centre, puis là, ça vous donne une opportunité de vous promener dans les pourtours de ça, avec les vents que vous avez, puis avec l'action que vous avez. Mais, il n'y a pas de produit miracle, là. Arrêtez de penser là, que ça existe. Il n'y en a pas. Si ça existait, là, la personne qui aurait inventé ça serait la personne la plus riche au monde. Il n'y en a pas. Il y a des choses qui peuvent vous aider, mais il n'y a pas d'appât miraculeux encore. Donc, il y a des places peut-être qui aiment plus les carottes, d'autres que c'est plus les pommes, d'autres c'est plus le maïs. Mais à date, pour nous, le maïs en milieu agricole, ça marche vraiment bien, spreadé. Toi, de ton bord, là, je vois une couple de questions, je peux leur répondre comme ça. Toi, t'avais-tu fait le tour de tes oui, moi, par rapport à ça, je pense que oui, là, pour ce qui est de chasser le rut, les stratégies qu'on utilise puis qui sont payantes, c'est pas mal ça. À l'arc puis à carabine, ben vous doublez votre portée, donc vous doublez votre efficacité, c'est sûr et certain. Là. Donc, on peut clore là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? On va arrêter l'enregistrement, mais on continue, on reste là avec vous pour répondre aux questions. Là. Oui, puis tu vois, Alain qui nous dit meilleur appât, femelle en chaleur. Puis tu vois, c'est un peu ça le contraire qu'on a dit tout à l'heure. Pour nous, c'est peut-être pas nécessairement